Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous retournons à Odanak pour y rencontrer Jacques Tewatso, un dynamique homme politique et entrepreneur abénaki. Charpentier menuisier de formation et membre élu du Conseil des Abénakis d'Odanak depuis plusieurs années, Jacques Tewatso a également porté les couleurs de Québec solidaire lors des élections provinciales de 2022. À l'orée de la cinquantaine, il se présente à la fois comme un jeune aîné et un vieux guerrier. Mais Jacques Tewatso est surtout un grand protecteur du territoire abénaki et de la culture de son peuple. Il s'est même rendu jusqu'à l'ONU, à Genève, pour y défendre l'identité abénakise. Jacques Tewatso est aussi homme d'affaires. En 2021, il lance la Sagami Tewatso, une soupe qui plonge ses racines dans la culture abénakise et dans son histoire familiale. En 2023, il ouvre le Café Masco à Odanak, où l'on peut savourer la fameuse sagamité ainsi que différents plats traditionnels abénakis. Au micro de Mathieu Lavigne, Jacques Tewatso évoque pour nous l'histoire des Abénakis d'Odanak, ses projets entrepreneuriaux, la défense de l'identité de son peuple et ses engagements politiques. Jacques Tewatso, Kwai. Kwai. Kwai, un grand merci de nous accueillir chez vous, à Odanak, sur le Ndakina, le territoire traditionnel abénaki. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir chez nous. C'est toujours un honneur d'avoir des invités de la ville. Et c'est un honneur d'être à Odanak. Jacques, on présente parfois les Abénakis comme étant le peuple du frêne. Pourquoi? Le peuple du frêne, effectivement, dans nos histoires de création, l'Abénaki descend du frêne. Il y a une longue histoire, il y a tout le temps des histoires pour raconter tout l'environnement qui nous entoure. Et dans l'histoire de la création, l'Abénaki descend du frêne noir. Et la sève qui coule dans le frêne noir représente le sang. Le sang, à l'origine, était vert. Fait qu'on disait notre sang était vert. Fait qu'on voit souvent dans notre art de la couleur vert qui représente la sève du sang original des premiers Abénakis que le créateur, le Kitchinewas, le grand mystère, a créé. Donc, on parle de l'histoire d'origine des Abénakis, mais concrètement aussi, d'actualité, c'est que l'art abénaki est composé de la vannerie. C'est une spécialité des Abénakis d'Odanak. C'est la vannerie de frêne noir, les éclisses de frêne noir. Le frêne noir étant un bois franc qui pousse en milieu marécageux, mais qui ne peut pas être utilisé comme un bois d'œuvre puisque, une fois machiné, les anneaux de croissance vont s'ouvrir. Et nous, on a une technique pour faire lever, qu'on appelle les éclisses du frêne noir, pour ensuite être machiné par les hommes qui ensuite transfèrent les éclisses aux femmes qui produisent les plus beaux paniers de frêne qui existent sur la Terre. C'est des œuvres d'art exceptionnelles et de là le nom, le peuple du frêne. Oui. Et Jacques Tewatso, vous nous accueillez aujourd'hui à Odanak, un 4 octobre. Elle représente quoi cette date-là pour la communauté d'Odanak? À Odanak, c'est une journée de commémoration, une journée de recueillement, c'est une journée de souvenirs et une journée de survie. Le 4 octobre 1759, un mois après la conquête des plaines d'Abraham, les guerriers abénakis étaient encore stationnés dans le coin de Québec. Et puis, il y avait une milice britannique qui était là sur la berge de Saint-François-du-Lac, qui est le village voisin à Odanak. Et à 6 heures du matin, ils ont traversé puis ils ont massacré hommes, femmes et enfants qui étaient dans le village. Et c'était une représailles suite au raid des Abénakis qui faisaient des incursions en Nouvelle-Angleterre pour se reconquérir nos terres perdues. Fait qu'on faisait beaucoup d'incursions. On était alliés avec les Français juste avant la conquête. Et pas pour défendre les Français, mais pour reprendre le bien qui nous a été enlevé par les Britanniques. Il y a eu une alliance stratégique qui s'est faite et on faisait beaucoup d'incursions. On avait des guerriers. Un guerrier, ça le dit, ça va à la guerre, là. C'est pas une partie de plaisance. Là. Et il faisait des massacres tout au long et il revenait à Odanak.
En représailles, les forces britanniques ont créé une milice. Ils ont nommé M. Robert Rogers, qui a créé les Rogers Rangers, qui est devenu plus tard les Rangers de l'armée américaine. Et ce sont les miliciens qui ont parti ça. Puis ils ont fait une incursion jusqu'à Odanak, puis ils ont tué près de 200 hommes, femmes et enfants, puisque les guerriers étaient stationnés encore à Québec. Il y a quelqu'un qui était à la rencontre des Abénaquis, nos guerriers, dans le coin de Québec, pour signaler le massacre. Et sont revenus à la poursuite des Britanniques. Mais les gens qui se sont cachés, il y avait du maïs, des champs de maïs, puis des fossés qui entouraient l'ancien village, qui est le cœur du village actuel, là, le downtown Odanak. Et les gens qui se sont cachés, nous sommes les descendants des survivants du massacre de Rogers. Et nous soulignons chaque année, on l'appelle d'ailleurs le diable blanc. Ah oui. Il y a une marche au flambeau. Là, il y a une marche au flambeau. Nous, au carré d'église, qu'on appelle, au cœur du village, il y a un monument à l'honneur des victimes, mais aussi des survivants. Et puis, on fait une marche solennelle au sein de la communauté, des allocutions, des chants. Puis c'est une journée importante. Mais en même temps, depuis les 5 dernières années, c'est la journée pour commémorer les femmes disparues et assassinées au Canada. Fait que les 2 journées... Concorde, dans le fond. Concorde, et donc c'est d'autant plus pertinent d'avoir cette vigile de recueillement. Et Femmes autochtones du Québec, le chapitre des Abénaquis d'Odanak, de la nation abénakise, organise la marche et la vigile. Moi, en tant que chanteur et membre de la communauté, on fait un chant d'honneur et un chant de recueillement aussi, un chant aux défunts, qu'on appelle, pour honorer la mémoire de ceux qui sont passés, mais aussi souligner, le chant d'honneur est important, souligner les gens qui ont survécu et qui maintiennent cette culture-là en vie, malgré le passé colonial qui est venu depuis. Là, mais c'est une journée bien importante aujourd'hui. Ça fait 265 ans là, cette année, et on le souligne à chaque année. C'est important de le souligner. Là. Pour nous, c'est notre journée nationale de recueillement. Oui, c'est un moment pour faire mémoire. Là. Oui. Puis souligner aussi la résilience des personnes qui ont survécu et qui participent à une résurgence culturelle aujourd'hui. Effectivement. Et Jacques T. Watso, en entrevue, vous vous décrivez à la fois comme un jeune aîné et comme un vieux guerrier. Oui. Ça vous représente bien? Aujourd'hui, oui. J'ai 50 ans. Et moi, je dis que je fais partie du clan de l'ours. Et ce clan de l'ours-là, c'est mon clan familial, mais aujourd'hui, à 50 ans, je suis comme un ours qui s'apprête à aller hiverner. Je suis un petit peu gras, là. J'ai pas la force ou la robustesse d'un ours du printemps. Mais oui, c'est important de souligner ça. J'aime ça le dire parce que je me considère comme un guerrier, mais j'ai combattu. Un guerrier, aujourd'hui, c'est pas celui qui va au front qui a les armes, c'est celui qui défend l'intégrité de sa culture et qui protège sa communauté des forces extérieures, mais aussi qui protège sa communauté pour que les gens dans la communauté puissent s'épanouir dans chacun de leurs domaines respectifs. C'est ça le rôle d'un guerrier, s'assurer que tout le monde puisse s'épanouir de façon sécuritaire. C'est de protéger des forces malveillantes qui peuvent affecter notre communauté. Notre rôle, c'est d'assurer la continuité culturelle aussi. C'est les chants. Nous, on a un groupe de chants, un groupe de tambours. C'est important, la musique et ces chants, de garder cette pérennité-là, de se rallier autour du tambour. Et là, j'arrive à 50 ans. Mais officiellement, au Odanak, à 50 ans, nous sommes des aînés. Et le 15 juillet dernier, j'ai été fier de dire je suis un jeune aîné, mais un vieux guerrier. Tranquillement, on fait la transition aux plus jeunes, dire allez-y. Là. Oui. Jacques, il commence à être fatigué. Justement, ce rôle de protection que vous accolez au terme de guerrier, c'est aussi de protéger la génération qui monte, c'est de protéger la jeunesse. Effectivement, c'est pour qu'eux puissent s'éveiller. J'ai ma fille qui est ici autour de nous. Elle a 3 ans. Elle a eu 3 ans cette année. Une petite fille. Puis, comme je disais à ma femme, c'est que moi, en tant que guerrier, je veux pas que cette fille-là voie ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu étant jeune. Quand on parle de trauma intergénérationnel, quand on dit qu'il faut les briser, c'est pas juste le dire, c'est de créer des gestes concrets. Puis c'est de protéger cet enfant-là pour qu'elle puisse s'épanouir pleinement. L'héritage que j'ai eu de cette honte
d'être Abénaki, cette honte d'être autochtone, que c'était mauvais, c'était méchant. C'était un petit peu généralisé à une autre génération, on devait être des Indiens au service des Québécois ou des Canadiens, de jouer le rôle folklorique que les gens s'imaginent en tant que les Autochtones doivent se comporter de telle façon. Puis c'est ça qu'on voulait. On voulait plaire parce qu'on s'est tellement fait dire que c'était pas beau, cette culture-là. Mais ça l'a affecté le développement d'une génération, de 2-3 générations. Puis quand on dit qu'on bloque Briser le cycle. briser le cycle de dépendance, pas de dépendance, là, mais de cette violence passée-là. Mais c'est une façon de dire, en tant que guerrier, ma fille, je vais prendre le contre-coup de tout ce trauma-là du passé. Je vais le prendre, je vais guérir moi-même de ça pour que toi, je te transmettrai pas ça. Je veux que toi, tu t'épanouisses. Tu te réappropries de cette culture-là qui nous a été interdite, même par la loi. Et parce que si le Créateur a dit que tu as fait de toi une Abénakise, mais c'est important, c'est qu'il y a cru. Si tu sois une petite Québécoise, tu aurais fait une petite Québécoise en partant. Fait que ta culture se vaut. Puis le soleil brille pour tout le monde, pour toutes les races, toutes les cultures, tous les peuples. Puis nous sommes chez nous. Fait que je veux que toi, tu t'épanouisses. Puis moi, je vais guérir de mes plaies du passé, mais mon rôle, c'est de m'assurer, de te protéger, toi, pour que toi, tu puisses t'épanouir. Et les autres enfants de la communauté aussi. Oui. Fait que c'est ça le rôle du guerrier aussi au sein. Je ne suis pas tout seul au front, là. On est tous là, puis on est tous conscients de cette réalité-là, puis on fait tout un effort collectivement pour justement guérir collectivement de ce passé-là, à chacun notre rythme. Jacques Watso, on va parler maintenant de votre entreprise et de son produit phare, c'est-à-dire la sagamité Watso. Donc, c'est une soupe qui a ses racines dans la culture abénakise, dans votre histoire familiale. Et si j'ai bien compris, le projet est né pendant la pandémie, alors que tout le monde faisait du pain. Vous travaillez sur la recette de soupe familiale, c'est bien ça? Oui. Mais moi, vois-tu, je suis un élu au sein du Conseil des Abénakis d'Odanak depuis 2005. Puis la politique en communauté, c'est différent qu'au niveau municipal ou provincial. C'est un micro-gouvernement qui gère beaucoup de dossiers, la police, la sécurité. On a un corps de police. La santé. On s'occupe du développement économique, l'emploi, la sécurité du revenu. On a notre propre centre de santé. On n'a pas de CLSC, c'est un centre de santé. Notre dispensaire. On a beaucoup d'organisations rattachées au Conseil. Fait que c'est un micro-gouvernement pour notre bande à nous. Fait que ça s'est beaucoup occupé. Venu le COVID, on avait la responsabilité d'assurer la sécurité de tout le monde. Mais en même temps, les journées étaient longues. Les journées étaient longues pour tout le monde. Et aussi à Odanak, que les mêmes règlements s'appliquaient partout. On prenait ça au sérieux. Mais il y a une nuance, là, quand tu as fait le tour de Netflix, qu'est-ce que tu fais? Les gens se mettaient au pain. Mais moi, j'aimais ça cuisiner. Mais la vie fait en sorte que tu n'as pas le temps de faire ce qui te plaît. Puis j'aime cuisiner. J'ai commencé à cuisiner de plus en plus et de réintroduire les recettes familiales. J'ai commencé à faire la soupe, la sagamité. On appelait ça anciennement ici la soupe indienne. Puis, c'est une soupe à base d'haricots, de maïs lessivé. Puis on peut rajouter la viande de gibier. Puis chaque famille avait sa version. Moi, j'avais la mienne. J'ai commencé à trouver ça. On avait de la difficulté à trouver du maïs lessivé. Le maïs lessivé, c'est un maïs sans l'écaille. C'est un maïs qui est traité, qui, une fois séché, il est traité avec de la chaux, anciennement de la cendre de feu, un genre de potasse, pour retirer l'écaille. Après ça, elle est lavée, effectivement. Le maïs lessivé, quand il n'y a plus la peau, il prend une pleine expansion, puis il rajoute de la saveur, puis tu as son plein potentiel à ce grain de maïs-là. Mais on n'avait plus accès, parce que les gens ne l'utilisent plus dans la cuisson traditionnelle. Les Québécois l'utilisaient beaucoup dans la soupe au pois. La soupe au pois est comme l'ancêtre pas l'ancêtre, mais c'est une mutation de la sagamité. C'est l'inspiration de la sagamité. Et ça vient du mot sagabon, qui veut dire une bouillie de maïs. Et tu fais une bouillie de maïs, tu rajoutes tes protéines que tu as à t'apporter. Et il y a beaucoup de nouveaux arrivants depuis quelques décennies, sud-américains, qui, eux, ont le maïs lessivé dans leur cuisine. En faisant des recherches, j'ai approché nos frères latinos et j'ai trouvé le grain, que je l'ai ramené chez nous à Odanak.
à ce moment-là, avec mon masque. Là. Mais j'ai mis ça en pot maçon, là, puis j'offrais ça aux gens de la communauté pour qu'ils puissent faire de la soupe puis se désennuyer chez eux. Puis ça faisait plaisir. Ça fait des projets, ça l'occupe les journées. Et les gens ils appréciaient. Ils appréciaient qu'on a retrouvé le grain. Parce qu'on n'avait plus accès. On n'a pas de terre agricole à Odanak. Mais les gens ont commencé à refaire la sagamité. Puis les gens de la communauté, moi aussi, devraient commercialiser. Fait que, tranquillement, j'avais des petits pots maçons, puis j'avais mes ingrédients. Puis après ça, j'ai pris un petit peu plus d'ampleur. Je faisais ça dans mon sous-sol chez nous. Je vendais ça localement, là, via Facebook. De fil en aiguille, j'ai un ami qui est un entrepreneur à Benaki, puis il dit, je peux t'aider à monter ton idée. On peut la développer tranquillement. Tranquillement, on a développé ça. Puis je faisais quelques sous. Je réinvestissais dans une selleuse pour... j'ai changé mon format. Fait que je sellais mes produits. Puis ça a le prix de l'expansion. Le musée des Abénaquis a acheté mes produits. Puis de fil en aiguille, 3 ans plus tard, ça fait combien de temps la COVID? 3-4 ans? Là? Oui. Un long rêve. Et puis, mais aujourd'hui, j'en sachais dans un local à Odanak. Mon mentor, qui est devenu mon mentor, il me louait un espace dans son entreprise. J'en sachais tranquillement. Puis je distribuais sur Facebook. Là, ça a pris de l'expansion. Puis le monsieur en question est parti à la retraite. Il m'a offert sa bâtisse. Fait que j'ai acheté sa bâtisse. Puis c'est devenu un endroit dans sa charge. Puis j'occupais pas tout l'espace. J'ai dit, qu'est-ce qui serait intéressant pour ma communauté? C'est un endroit culinaire. Quelque chose qui manque. De plats traditionnels à Benaki. Oui. J'ai décidé d'ouvrir un café avec un menu minimalisme à Benaki, puis avec des produits du terroir des Premières Nations. Puis j'ai un ami que je n'avais pas vu depuis la 4e année. Il m'a aidé à monter une boutique Shopify en ligne. Ah oui. De fil en aiguille, j'ai eu accès à... C'est pas une bourse, là, mais c'est un programme du gouvernement pour... ça s'appelle e-commerce. Du gouvernement Legault pour aider les gens avec les entreprises en ligne. Ah oui. J'ai du mentorat là qui permet de développer mon produit. Ça fait que mon produit, il se ramasse dans les épiceries, dans des musées, un petit peu partout. Ça fait découvrir mon produit. Puis mon sachet, il y a 9 variétés d'haricots. Ça, c'est mon pitch. La Sagamité Watso, c'est une soupe à base de 9 variétés d'haricots, du maïs lessivé, un bouillon de bœuf ou de légumes, ainsi que des épices secrètes de la famille Watso. Il suffit de laisser mijoter l'ensemble du sachet et rajouter de la viande de bois pour rehausser le goût. Vous avez l'excellente soupe du patrimoine culinaire des Abénaquis d'Odanak, Sagamité Watso. Yeah! Tu sais, c'est des belles expériences qui me font découvrir autre chose, mais le fait est que quand je fais découvrir cette soupe-là qui existe depuis des temps millénaires, là, les gens sont heureux de découvrir quelque chose d'autre. Oui. Je suis heureux, puis je suis fier d'être à Benaki, mais je suis fier de ma culture aussi. Ça fait partie de cet élément-là. Ben oui. Quand je fais de l'animation, on va se réconcilier un haricot à la fois. Les gens, oh mon Dieu, c'est donc bien poétique. Mais c'est symbolique, mais la soupe nous permet d'avoir ce rapprochement-là, puis avoir une discussion, puis un dialogue. Ce qui m'a amené à être approché par des écoles, des cégeps, des universités pour faire des conférences. Je ne suis pas conférencier, je suis un menuisier. Moi, je plantais des clous aussi. Mais de parler de ma culture, je la connais. Je fais de la politique, je connais tous les dossiers. J'ai dit, mon Dieu, j'étais à mon 8e mandat. Je disais, effectivement, mais tu sais, je m'occupe de ma communauté, mais je pense pas trop aux gens qui ne connaissent pas les éléments spécifiques des communautés. On m'invite. J'ai patenté un PowerPoint là, qui... Je ne suis pas monsieur de technologie, mais j'en suis très fier. Mais ça me permet d'ouvrir ce dialogue-là. Ça devient un lieu de sensibilisation. La loi sur les Indiens, les pensionnats, les paroles. Tu sais, il n'y a pas de... La bouffe, c'est politique, là. Il n'y a pas de limite. C'est ça la réalité. C'est ça qui s'est passé. Puis c'est là qu'on est rendu. Puis c'est là qu'on s'en va. C'est ça mon histoire. Puis je termine tout le temps mes conférences avec un bol de soupe. Je le fais bouillir, fait que là, ça remplit la pièce. Ça sent bon, oui. C'est 2 heures, hein? C'est un bon 2 heures de... ça permet d'avoir un bel échange, là, puis de faire découvrir autre chose, parce que qu'est-ce qu'on connaît encore? Souvent, je commence ma conférence, je dis, combien y a-t-il de peuples autochtones au Québec? Parfois, ça prend du temps d'arriver à 11 nations. J'ai dit, ça, c'est bien, vous avez entendu, là, 48, puis 22, 3, les Iroquois, les Mayos. J'ai dit, maintenant, nommez-les. Je passe 10 minutes à me présenter.
à dire que je suis un Abénaki d'Odanak, une des nations, un Abénaki, puis vous écoutez pas, je vous le dis depuis tantôt, la première réponse. Mais non, ça l'ouvre la discussion. Ça fait 400 ans qu'on est des voisins. Il faut savoir c'est qui nos voisins. J'ai dit à l'inverse, vous n'êtes pas tous des Blancs, vous n'êtes pas tous des Européens. Quand tu vas en Europe, un Français, c'est un Français, puis un Polonais, c'est un Polonais. C'est la même chose chez les Autochtones. Un Abénaki, c'est un Abénaki. Je ne suis pas un Wendat et je ne suis pas un Atikamekw. Il y a des similitudes, mais on n'est pas pareil. 11 nations, 11 langues, 11 spiritualités, 11 systèmes de gouvernance. Puis entre nations, il y a des communautés, puis les communautés, c'est différent d'une communauté à l'autre. C'est important de le souligner. Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Il y a un sujet, Jacques Watso, que j'aimerais aborder avec vous. C'est un sujet sur lequel vous avez pris la parole souvent, un sujet qui vous a d'ailleurs amené à l'ONU. C'est celui qui concerne les Abénakis du Québec, évidemment, mais ça concerne aussi des communautés, je dirais, auto-identifiées Abénakises, qui sont situées au Vermont. Il y a un conflit qui dure depuis plus de 20 ans, sauf erreur de ma part. Donc, qu'est-ce qui est au cœur de ce conflit entre les Abénakis du Québec et ceux qui se disent Abénakis au Vermont? C'est un vol d'identité pur et simple. C'est un phénomène qui est à la hausse là, partout en Amérique du Nord là, sur l'auto-identification. Les gens, ils veulent jouer aux Indiens parce que c'est rendu à la mode. Là. On voit ça depuis les 30 dernières années. C'est émergé du mouvement New Age qui faisait une fusion de tout ce qui était ésotérique. Quand on parle des Autochtones, leur spiritualité, il y a les stéréotypes typiques hollywoodiens, le noble indien qu'on appelle, nous. Le noble indien, c'est celui sur son cheval qui est en communion, qui parle paisiblement, en communion avec la nature, qui parle aux animaux, puis qui fait brûler de la sauge, puis c'est toute la boucane mystique avec les plumes, puis la cérémonie, le cérémonial. D'ailleurs, tu vois, c'est ma tente de sudation qui est en arrière de nous, mais ça rentre dans le mysticisme autochtone. Fait que là, c'est devenu à la mode là, dans les années 70-80, puis ça a pris l'expansion. Parce que le Vermont, ça fait partie d'un élément dans l'ensemble d'une problématique. Le Vermont, il est à 1h30 d'Odanak de voiture. On est à proximité de la frontière américaine. Puis le Vermont fait partie du territoire traditionnel abénaki. Et il y a des mouvements. On occupait tout le territoire. New Hampshire, le Maine, le Vermont, une partie de l'État de New York. À cause des Britanniques, eux, sont arrivés en grosse vague massive comparativement au régime français. À Conquête, il y avait juste 40 000... français, mais il y avait comme 3 millions de Britanniques là, sur la côte est. Ça fait qu'eux, ils ont commencé à rentrer dans les terres, puis ils ont poussé de notre territoire traditionnel, et on s'est ramassé à Odanak. Et à la Confédération, il y a eu le système de réserve qui a été créé, puis Odanak est devenu une réserve. Et ils ont défini les terres, puis ils ont dit on va gérer vos terres traditionnelles. Ça, c'était une autre émission, ça, juste la loi sur les Indiens. Oui. Mais au Vermont, il y avait des gens qui se sont commencé à s'auto-identifier à Abénaki. Et ils venaient à Odanak dans les années 80-90 pour apprendre les chants, les danses. 1990, c'était une année critique au Québec, là, pour les plus vieux. Là, il s'est passé quelque chose là, à Lac des Deux-Montagnes. Et ça a eu un impact. Puis les gens... Personne ne voulait être un Indien là, dans ce moment-là. Quand les gens sont venus ici, ils disaient on est Abénaki du Vermont. Parce qu'on savait qu'on avait du monde qui ont resté sur. On n'avait pas Internet dans ce moment-là. Puis personne ne voulait s'identifier. Personne ne voulait être un Indien à cette époque-là. Et puis là, ils venaient ici, puis ils voulaient apprendre les chants, les danses. Ben oui, pourquoi tu. Ah, mon Dieu. Quelqu'un qui veut apprendre, au lieu d'avoir un show folklorique d'une troupe d'Indiens qui dansent pour eux, ils ne venaient pas voir les Abénakis, ils venaient voir les Indiens. Puis. Nous, à ce moment-là, on s'habillait avec des habits, pas traditionnels abénakis, mais des habits typiquement de l'Ouest, comme le panache, avec les manteaux en franges, pour que les gens aient l'image de l'Indien. Que ça colle avec l'image qu'ils avaient déjà. Non? Exactement. Et ces gens-là, là, on commençait à poser des questions. Vous êtes de quelle famille? Ils disaient, mais là, c'est compliqué. On ne savait pas la notion des red flags à ce moment-là. J'ai même participé à des groupes de chants, d'apprendre quelques chants à ce monde-là. Quand on posait trop de questions, on sacrait le camp parce que dans l'État du Vermont, il y a eu une migration au début de la révolution industrielle américaine. Les paroisses se sont vidées. Tout le monde était parti. Tout le monde a migré aux États-Unis pour tenter la chance à une meilleure vie, s'éloigner de l'agriculture. C'était dur, l'agriculture. Fin du 19e siècle, là, il y a eu une vaste migration aux États-Unis. Tout le monde est parti. Il y a eu comme 800 000 Canadiens français qui ont été s'établir en Nouvelle-Angleterre, un petit peu partout. Encore, d'ailleurs, ils parlent encore français, les plus vieux, là.
Pour avoir été au Vermont une couple de fois, c'est beau à voir. C'est beau à entendre aussi, ce vieux français-là, Ben oui. le vieux français de l'ONF. Là. Oui. Et, c'est cute. Mais c'est des gens qui ont migré. Fait que la majorité de l'État du Vermont, ce sont des Canadiens français de souche. Tu avais les Anglo-Saxons là, qui géraient, comme au Québec, là, les entreprises. Tout ça, ils engageaient les French Canadians là, puis, pour travailler dans les usines. Là, qui sont établis, tout ça. Arrivent les années 70, 80, les gens, ben, quand tu regardes ton passé familial, ton héritage canadien, franco-américain, là, il ne s'est pas passé grand-chose à part des labours puis la messe du dimanche. Il n'y a pas eu de grands événements marquants. Fait que c'était pas une histoire riche, malgré le fait que le Québec a été bâti par les agriculteurs. À l'époque, là, c'est une société. Il ne faut pas avoir honte de ce passé-là. Oui. Parce que c'est le passé. C'est ça, notre passé. Tu ne peux pas te le cacher. Et ces gens-là, au Vermont, ben, ils n'ont pas apprécié ce passé canadien-français sans histoire. Mais là, tu as des Indiens. Là, c'est beau, ça. Le sauge, tout ça, les guerres coloniales, on entendait parler, les guerres contre les Britanniques, tout ça. Ils ont commencé à faire des recherches généalogiques, puis c'est qu'au début de la colonie française, il y a eu un mariage qui a été fait entre une femme qui s'appelle Marie-Sylvestre, qui est algonquienne, qui est Anishinaabe, qui a marié un prévôt, Jean Prévost, en 1645. Aujourd'hui, cette dame-là a plus de 2 millions de descendants. 2 millions de personnes québécois peuvent se rattacher à cette dame-là dans leur lignée, en quelque part, qui est comme 15 générations passées. Et de cette dame-là, sur la même branche, là, tu vas avoir 4000 de tes ancêtres là, pour l'ensemble du peuple québécois. Fait qu'elle est là. Fait que tu as une personne sur 4000, et puisqu'ils sont Canadiens et Français, même s'ils habitent aux États-Unis, ils se sont rattachés à cette dame-là pour se donner une identité abénaquise. Ils s'en réclament. Ils se réclament de cette dame-là pour dire que je suis autochtone. Et tranquillement, ils ont bâti des dossiers pour avoir une reconnaissance de l'État fédéral aux États-Unis. En 2005, ils ont déposé comment ils appellent ça, là? Déposer une demande là, au Bureau of Indian Affairs. C'est eux qui gèrent les Autochtones au niveau fédéral. Parce que les Autochtones aux États-Unis, c'est l'État fédéral qui gère ça. Et il y avait un critère de reconnaissance, il y a des points, dont la généalogie. Ils ont fait la généalogie des requérants, là, et le gouvernement dit, il y a 0 Autochtone dans vous, là, puis à part cette dame-là, là, on ne peut pas vous reconnaître, puis il n'y a pas de continuité culturelle. Là, puis, d'accord. Fait que là, ils ont été à l'État fédéré. Fait que chaque État aux États-Unis est indépendant de l'autre. Oui. Et ils ont leur propre Sénat, leur propre système de gouvernance. Ils ont créé la commission de Vermont Commission on Native American Affairs, une commission consultative. Et c'était tous les faux autochtones qui étaient sur ce comité-là. Ils ont lobbyé l'État et en 2011, ils ont eu une reconnaissance de l'État du Vermont comme étant une tribu abénaquise. Mais tout ce qui était généalogie était retiré du processus. Ah oui. Fait qu'ils n'avaient pas à justifier leur identité autochtone. Ça a été une décision purement politique. Fait qu'il y a 4 groupes qui s'auto-identifient Abénaquis, qui ont été reconnus par un État fédéré sans le consentement. On n'a jamais été consulté. J'ai moi-même été en 2010 au Sénat du Vermont. On s'est fait expulser parce qu'on n'est pas citoyen du Vermont et encore moins citoyen américain. Ils nous ont demandé de quitter les lieux. On n'avait pas un mot à dire. Moi qui étais autochtone, cette histoire, ce passé colonial-là, tout ça, là, tout ce qui est sale de la vie d'être un autochtone, là, on appelle ça l'expérience autochtone. Là. Ils l'ont pas, eux. Mais nous, on a été brimés dans nos droits puisqu'on n'a même pas été respectés dans le processus. Ce sont des Blancs qui jouaient aux Indiens qui ont été reconnus par d'autres Blancs. Et c'était ça l'aberration. On a contesté depuis ce temps-là, parce que c'est de la fraude pure et simple, parce qu'ils reçoivent de l'argent du fédéral, de l'État, des payeurs de taxes pour des différents programmes réservés aux Autochtones, mais ils sont aucunement autochtones. C'est de la fraude. Puis ils réécrivent l'histoire, ils nous tassent, ils nous remplacent. Okay. C'est ça. J'allais vous demander, pour la communauté d'Odanak ou les Abénaquis du Québec, c'est quoi la perte ou le risque? C'est ça. C'est que dans le fond... On réécrit l'histoire pour fitter cette narrative-là. Puis aujourd'hui, en anglais, on dit « they're erasing us by replacing us ». Ils nous effacent et ils nous remplacent. Si on reste dans le domaine politique, Jacques Watso, vous êtes conseiller au Conseil des Abénaquis d'Odanak depuis plusieurs années, 8 mandats, c'est bien ça? Ouais. Vous vous êtes également présenté comme candidat pour Québec solidaire à l'élection provinciale de 2022, c'est bien ça?
Tant le système des conseils de bande que le système parlementaire en vogue au Québec, on pourrait les présenter comme des institutions coloniales. Comment est-ce que vous conjuguez votre propre travail au niveau de la résurgence et de la défense de la culture abénaquise et ses engagements politiques dans des institutions, dans le fond, qu'on pourrait qualifier de coloniales? Non, c'est bien facile. Le système est là. Pour Odanak, la loi sur les Indiens a fait en sorte qu'on va vous imposer un système de gouvernance depuis le début de la Confédération. Les gens, c'est devenu une habitude, là. C'est devenu une façon de se gouverner, là. C'est notre seule façon, puisque ça a été interdit. Il y a un système en vertu de la loi qu'on peut faire notre propre code électoral, mais ça limite quand même le pouvoir. Comme qu'on dit, on veut changer le système de l'intérieur. Oui. Donc, ça nous permet aussi, cet institut colonial-là, de préserver aussi, protéger, puis d'être capable de faire avancer nos dossiers. Il faut que vous utilisez ces outils-là. Et du côté de Québec solidaire, ce désir-là de s'impliquer en politique québécoise. Oui. Qu'est-ce qui vous motive, justement? Je suis socialiste depuis toujours. Mais c'est Québec solidaire depuis... j'ai écouté Amir Kadir en 2017, je crois. Il parlait des peuples autochtones. Il dit, nous sommes un parti souverainiste de gauche. Puis naturellement, les Autochtones sont de gauche, puisque le mieux-être collectif est important pour tout le monde. Et à Québec solidaire, il y avait une plateforme claire. Il dit, si jamais on accède à l'indépendance, on va s'asseoir avec les premiers peuples, on va régler cette situation-là qu'eux, d'autonomie gouvernementale et de partage de pouvoir et de partage de ressources réelles sur leur territoire. Pas le fait que tu débarques ici, j'entends les Québécois souvent dire, j'ai développé ce pays-là, pas vous, vous seriez encore à l'âge de pierre sans moi. Et dans ce contexte-là, j'ai le droit de te déposséder de tes terres sans que tu aies signé quoi que ce soit, tu dois suivre le bateau. C'est ça le colonialisme, c'est dire que ta race est supérieure que la mienne et je vais gérer ta vie et ta culture comme bon me semble. Et c'est ça. Mais à Québec solidaire, ils ont dit, on va s'asseoir, on va parler de nation à nation. C'est là la première fois que j'ai entendu ce mot-là. C'est dans la bouche d'Amir Kadir. J'ai dit, ouais. Ah oui. Mon petit médecin, là, c'est du bon sens. Et c'est ça, je me suis présenté, puis j'ai dit, moi, je connais la plateforme, tout ça, puis elle était vraiment progressiste. Puis à la dernière élection, ils ont traduit les campagnes, les slogans, puis le programme du parti en toutes les langues autochtones du Québec, chose qu'aucun autre parti a fait. Puis j'avais Manon Massé qui avait le dossier autochtone. Et c'est une alliée. Je dis, elle, ce qu'on dit des alliés, elle ne marche pas au devant, elle marche à nos côtés, puis elle est à l'écoute, mais qu'on marche tous dans la même direction. Souvent, les alliés débarquent, mais on appelle ça, nous, des white saviors. Ils s'en viennent chez nous pour nous sauver parce qu'ils ont été à l'école, puis ils savent qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous. Qu'il y ait une bonne volonté ou une volonté coloniale, comme les anciens de la loi sur les Indiens, ceux qui ont créé les pensionnats, tout ça, mais ça n'aide pas la cause si on ne contribue pas, si on ne marche pas côte à côte. Oui, ben oui. Combien de personnes? Je suis en politique, là, j'en ai vu tellement des gens débarquer, des fonctionnaires, des chercheurs, des anthropologues, des historiens. Non, ils débarquent et ils disent, m'en viens vous sauver. Je t'ai rien demandé. Mm-hmm. Il dit, marche avec moi, écoute-moi. Viens pas me dire ce qui est mieux pour moi. Oui. Tu as lu un rapport qui est tabletté depuis 10 ans, fait que tu connais tout ce qui se passe dans les communautés. Ça ne marche pas de même. Chaque communauté est différente. La dynamique est différente dans chaque communauté. Oui. On n'est pas des Indiens. On est des premiers peuples indépendants d'une communauté à l'autre et on est évolué différemment. Et tu sais, les gens Abénakis d'Odanak, ce ne sont pas les Abénakis de Wallinac. Il y a deux communautés Abénakis au Québec. Oui. Et on a deux systèmes totalement différents de gouvernance et de façon... Notre fibre sociale est différente. Ah oui, deux histoires différentes, d'ailleurs. Et voilà, fait que c'est comme ça. Oui, ah oui. Jacques Watso, Kichiolioni. Oui, c'est bon, ça. Ah, je un grand merci. Je vais essayer aussi Oli Nanawal Mezi. Oli Nanawal, tu en peins pile dessus. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Pour cette entrevue captée à Odanak, nous remercions du fond du cœur notre invité, l'homme politique et entrepreneur abénaki, Jacques T. Watso. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com.
À très bientôt, Catherine. À très bientôt, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.